Pendant des décennies, Michel Sardou s'est tenu sur scène telle une forteresse, intouchable, imperturbable, et toujours maître de lui. Il chantait les amants, les soldats, les prêtres et les rois. Sa voix était un tonnerre, ses mots choisis avec soin. Mais ce qui faisait de lui une icône le rendait aussi difficile à cerner. Était-il sincère ou simplement en train de jouer des rôles? Aujourd'hui, à 78 ans, l'homme derrière Les Lacs du Connemara et Je suis pour a enfin cessé de jouer. Et ce faisant, il commence à révéler les vérités que l'on soupçonnait, sans jamais les entendre de sa propre bouche. Le silence après la tempête. Pour un homme qui chantait autrefois « Je suis pour » devant des dizaines de milliers de personnes, en sachant pertinemment l'incendie que cela provoquerait, Michel Sardou a appris, avec le temps, que toutes les flammes ne méritaient pas d'être ravivées. À la fin des années 1970, après des années de controverses sociales, de manifestations et même d'accusations de racisme et de fascisme, quelque chose a changé. Il ne l'a pas admis à l'époque, mais aujourd'hui on comprend. Ce combat l'avait épuisé. 1977 marque un tournant. Cette année-là, la Java de Broadway devient un énorme succès. Pas politique, pas provocatrice, juste une chanson d'amour. Sa face B, le slow 10 ans plus tôt, devient le single le plus vendu de toute sa carrière, plus de 1,3 million d'exemplaires. Puis vient En chantant, un air nostalgique évoquant l'enfance et la simplicité, et Je vole, un morceau introspectif sur un adolescent qui quitte le foyer familial. Il s'éloigne de l'idéologie pour embrasser quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fragile. Mais ce n'était pas qu'un virage artistique, c'était personnel. Sardou a plus tard reconnu qu'il était fatigué. Fatigué d'être incompris, fatigué d'être détesté par certains, fatigué de devoir défendre des chansons qui n'étaient jamais censées être des manifestes. J'avais dans l'idée de changer de métier, a-t-il confié. Les chansons de combat me fatiguaient. À l'époque, il était aussi physiquement souffrant. Aucun médecin ne trouvait l'origine, mais le stress s'était ancré profondément en lui. Un ami lui conseilla de partir en voyage, de disparaître un temps. Il le fit. Et quand il est revenu, ce n'était pas avec de la colère, mais avec de la subtilité. Son album de 1978, Je vole, poursuit ce ton plus personnel. 2 titres témoignent encore d'une certaine conscience sociale. Le prix d'un homme, inspiré des enlèvements médiatisés en Italie et en France, et Monsieur Ménard, sur la violence à l'école. Mais la manière était différente, moins frontale, plus observatrice. Sardou ne cherchait plus à scandaliser. Il racontait sans accuser. La même année, il se produit pour la première fois au Palais des Congrès de Paris. Un moment charnière, mais aussi un message. Sardou est un homme de scène, pas un soldat. Il laisse volontairement de côté « Je suis pour » et « J'accuse ». Ce n'est pas un oubli. Il ne voulait plus livrer cette bataille. En 1979 et 1980, le virage est acté. Ses albums, Verdun et Victoria, s'enfoncent davantage dans l'intime. Moins de singles, moins de tubes radio, mais un message limpide. Sardou ne court plus après le succès commercial. Il raconte de petites histoires, des douleurs personnelles, des vies imaginées, des personnages perdus dans le temps. Il incarne une vieille dame, Victoria, un otage, le prix d'un homme, un prince ou même un paquebot dans Le France. Ces chansons ne sont plus des déclarations, ce sont des masques portés pour dissimuler l'homme réel. Et c'est ce qui le rendait si difficile à cerner. Était-il la voix de la France réactionnaire? Un provocateur? Ou simplement un acteur jouant des rôles? Comme il l'expliquera plus tard, je chante à la première personne comme un comédien prend un rôle. La scène n'est pas un confessionnal, c'est un théâtre. Mais même derrière ces rôles, même à l'abri de la métaphore, le poids des premières polémiques ne s'est jamais vraiment dissipé. Sardou n'a jamais cessé d'être hanté par l'incompréhension.
Et pourtant, il n'a jamais vraiment demandé pardon. Jusqu'à maintenant. La nuit dont personne ne parle. Il y a une nuit dans la vie de Michel Sardou qu'il peine encore à évoquer. L'un de ces moments qui réécrivent toute une existence, qui arrachent les couches de spectacle, de bravade, de célébrité, et ne laissent que la douleur. La veille de Noël, 1999. Jean-Claude Camus, producteur de longue date de Sardou, dormait quand le téléphone a sonné, peu après minuit. Au bout du fil, Anne-Marie, la mère de Michel. Sa voix tremblait. Deux choses venaient de se produire, coup sur coup. D'abord, Sardou avait eu un accident de voiture dans le tunnel de la Défense. Ensuite, sa fille, Cynthia, âgée de seulement 26 ans, avait été violée, pas par un homme, par un groupe. Dans le froid, dans le noir, en pleine campagne près de Pontoise, c'est Cynthia elle-même qui avait appelé son père. Elle sortait du travail, elle n'est jamais rentrée chez elle. Enlevée, emmenée dans un lieu isolé, menacée, puis agressée. Elle a ensuite décrit l'horreur en une phrase impossible à oublier. Une lame sur ma gorge a tranché net mon insouciance. Une lame sur la gorge. Et tout, la jeunesse, la confiance, la sécurité, s'était envolé. Michel n'a pas réfléchi. Il a conduit. Vite. Trop vite. Il a eu un accident avant même de la rejoindre. Il a fallu des heures avant que Camus et Anne-Marie ne les retrouvent, père et fille, à la gendarmerie de Pontoise. Cynthia, brisée mais vivante. Michel, bouleversé, sans voix. Jean-Claude Camus a parlé de « une nuit épouvantable ». Mais la douleur ne s'est pas arrêtée au lever du jour. Sardou n'a jamais parlé publiquement de cet accident, pas avant des années plus tard, dans une interview discrète avec Patrick Sabatier en 2010. Ces mots étaient doux, lourds. « J'ai une fille cadette qui malheureusement a vécu une expérience terrible, une maladie dont on ne guérit pas. » Il n'a même pas prononcé le mot viol. Il n'en avait pas besoin. Cynthia finira par quitter la France. Elle s'installe au Canada, où l'air est moins lourd, où les gens ne murmurent pas. Elle écrit des livres, elle se marie, elle divorce, elle se reconstruit lentement. En 2014, elle publie Une vie à reconstruire où elle raconte tout, pas seulement le crime, mais les conséquences, la honte, la peur, les cauchemars, et à travers tout cela, un homme est toujours resté à ses côtés. Mon père s'est toujours inquiété pour moi, a-t-elle dit dans une interview. Ce n'est pas un homme de grands discours, mais ses actes disaient tout. On oublie souvent que les célébrités sont aussi des parents, que l'homme qui chante les batailles, les amants et la liberté attend aussi au chevet d'un hôpital, qu'il s'assoit dans un commissariat, qu'il tient la main de sa fille quand elle a trop peur pour parler. Cette nuit-là, en 1999, a changé Michel Sardou. Il a arrêté les tournées un moment. Il s'est concentré sur sa famille, sur le silence, sur la protection. Il n'y a plus eu de chansons engagées après ça, plus de scandales. Juste un homme portant un fardeau qui ne rentrait dans aucune parole de chanson. Les chansons qui ont mis le feu. Michel Sardou n'a jamais voulu être une figure politique. Et pourtant, pendant des décennies, on l'a accusé d'être exactement cela. Non pas parce qu'il faisait des discours ou rejoignait des partis, mais à cause de ses paroles, tranchantes, provocatrices, toujours à la première personne. Dès le début, Sardou s'est défendu avec une idée simple. Il ne parlait pas en son nom, il jouait un rôle. Ce ne sont que des chansons, pas des professions de foi, disait-il. Ce sont des chansons, pas des confessions. Mais tout le monde n'a pas été convaincu. Prenons Le temps des colonies, l'un de ses titres les plus controversés. Sardou y chante en tant que vieux nostalgique de l'empire colonial, glorifiant une époque de domination et de violence. Il pensait incarner un personnage, un de ces conteurs de bistrot coincés dans le passé. Mais la réaction du public a été féroce. Les journaux l'ont accusé de racisme. Des manifestants ont demandé son interdiction. Il a été abasourdi. Je croyais camper un personnage. J'ai en partie échoué. Il l'a reconnu. La performance était mal comprise. Un autre incendie éclate avec « Je suis pour », une chanson du point de vue d'un père dont l'enfant a été assassiné.
l'homme réclame la peine de mort, avec rage, sans retenue, au-delà de toute raison. Sardou a encore insisté. Il ne soutenait pas la peine capitale. Il incarnait le deuil. Mais pour les critiques, la frontière entre l'art et la prise de position était devenue trop floue. Ce qui a empiré les choses, ou peut-être ce qui a rendu son travail plus brillant, c'est que Sardou n'a jamais changé de méthode. Il chantait comme un prêtre, le curé, comme un adolescent homosexuel, le privilège, comme l'âme d'un navire en train de couler, le France, ou encore comme Danton pendant la Révolution. Toujours je, toujours en immersion, et toujours sans excuse pour le malaise provoqué. Comme un acteur va jouer un curé, un pédéraste, un aubergiste, moi je joue un vieux marié, un bateau, un prince. Il ne chantait pas sa vie, il distribuait des rôles, comme un dramaturge, comme un comédien. Mais la musique n'est pas du théâtre, et les paroles restent. Certains auditeurs trouvaient son détachement artistique stimulant. D'autres le voyaient comme une forme de lâcheté. Les critiques l'accusaient de se cacher derrière la première personne pour propager des idées dangereuses sans en assumer la responsabilité. Pour chaque spectateur qui disait « il me fait réfléchir », un autre criait « il me dégoûte ». En 1978, Sardou a tenté de recadrer le débat. « Je ne suis pas un chanteur engagé. Je suis un chanteur qui se sert de l'actualité. Je fais le rôle d'un journaliste, mais je mets de la musique en dessous. » Ce n'était pas un recul, c'était un repositionnement. Si les gens avaient besoin d'une étiquette, qu'ils l'appellent commentaire. Mais même un commentaire peut diviser un pays. Au fil des années, il devient moins désireux de provoquer. Pas plus doux, mais plus sélectif. Il écrivait encore des chansons puissantes. Il abordait encore la guerre, l'identité, le sexe, la mort. Mais les tempêtes des années 70 avaient laissé des traces. On ne peut pas être traité de fasciste dans les journaux encore et encore sans commencer à choisir ses mots avec plus de prudence, même si l'on croit encore à chaque note. Pour Sardou, l'art n'a jamais été une question de confort. C'était une question de vérité, laide, fictive, empruntée ou réelle. Et parfois, cette vérité venait avec une voix que le public ne voulait pas entendre, la maison qui a tout entendu. Il existe une maison à Neuilly-sur-Seine, nichée dans le discret quartier Saint-James, qui a abrité bien plus que des meubles et des partitions. Pendant plus d'une décennie, elle a contenu le silence de Michel Sardou. Un silence chargé de paroles, de regrets et d'échos que lui seul pouvait entendre. Ce n'était pas simplement une demeure, c'était une forteresse. Environ 700 mètres carrés d'élégance contenue, avec un jardin d'hiver immaculé, une piscine privée, et un ancien studio où résonnait jadis la chaleur des bandes analogiques. Un lieu si secret que même les voisins apercevaient rarement l'homme à l'intérieur. C'est là que Sardou a écrit « Du plaisir » en 2004, un titre qui, selon la manière dont on le connaissait, pouvait sembler ironique. À cette époque, il avait déjà subi presque toutes les formes de jugement public qu'un chanteur puisse endurer, incompris par certains, adulé par d'autres, qualifié de génie, de réactionnaire, d'acteur, de provocateur, de menteur, de patriote, de traître. Mais entre ces murs, rien de tout cela n'avait d'importance. La maison lui offrait l'espace de tout dépouiller, de revenir à l'essentiel. Les paroles, la mélodie, la voix. Pas la voix de la France, comme certains l'appelaient. Sa voix, fragile, ferme, humaine. « Je ne me rendais pas bien compte de la portée des chansons », a-t-il avoué un jour. Peut-être était-ce vrai. Ou peut-être avait-il conscience de leur portée, mais cette maison lui offrait le courage de prétendre le contraire. Lorsqu'il la vend en 2011, pour près de 19 millions d'euros, il abandonne bien plus que des briques. L'ancien studio d'enregistrement, jadis moteur de sa solitude, devient une salle de serveur. Le jardin, 1750 mètres carrés d'évasion paisible, est laissé à d'autres. Ce fut un départ discret. Pas de tournée d'adieu, pas de concert final. Juste un piano en moins devant la fenêtre. Ce n'était pas la fin de sa musique, mais la fin d'un chapitre bien particulier, celui où il croyait encore que le studio
pouvait être un sanctuaire, où les chansons s'écrivaient encore seules, avec pour seule compagnie la mémoire et la peur. Car à ce stade, Sardou n'écrivait plus seulement des chansons, il esquivait des fantômes, le fantôme de la controverse, le fantôme de la célébrité, et peut-être, plus douloureusement, celui d'une nuit de décembre 1999 qu'aucune maison, aucun mur, aucun silence ne pouvait effacer. Mais il continuait d'écrire, même lorsque l'industrie l'oubliait, même lorsque les jeunes générations ne tremblaient plus en chantant « Je vole », même quand le monde numérique se noyait dans une sincérité synthétique, laissant peu de place à l'honnêteté brutale que Sardou avait toujours choisie. Ses paroles avaient autrefois déclenché des incendies. Désormais, elles suscitaient le silence. Et peut-être était-ce cela qu'il cherchait depuis le début. À Neuilly, il a compris que la paix ne signifiait pas la guérison, mais qu'elle offrait de la distance. Et la distance était tout ce qu'il lui restait à marchander. J'étais fatigué de me battre. À la fin des années 1970, Michel Sardou n'était plus seulement un chanteur. Il était devenu un sujet de dispute nationale. De Le Temps des colonies à Je suis pour, il avait enflammé les foules autant que les tribunaux. Les critiques le traitaient de réactionnaire. Ses fans le voyaient comme courageux. Mais derrière les portes closes, Sardou ressentait autre chose. Une fatigue profonde. « J'étais fatigué de me battre », avouera-t-il plus tard en interview. Non pas fatigué de chanter, il remplissait toujours les salles, mais fatigué d'être mal compris, d'entrer dans une pièce où les murmures précédèrent ses mots. Alors, dans un glissement discret mais volontaire, il a commencé à délaisser ce qu'il appelait les chansons de combat. Le changement ne fut pas annoncé, il n'était même pas totalement conscient au début. Mais entre 1977 et 1980, un nouveau ton s'est installé dans sa musique. Il délaissait la politique pour la mémoire, l'indignation pour la nostalgie. En 1978, la Java de Broadway marque ce tournant. Légère, théâtrale, presque fantaisiste, elle raconte l'histoire d'un garçon français rêvant des comédies musicales de New York. Le morceau est un succès, non seulement parce qu'il est entraînant, mais parce qu'il est sûr. Personne ne le conteste. Aucune plainte ne suit. Pour la première fois depuis des années, Sardou voit un single grimper les chars sans grimper dans les polémiques. Puis vient, en chantant, une mélodie simple en apparence, célébrant la joie de chanter. Pas de controverse, pas de personnage, pas de provocation. Juste une mélodie et une prière douce pour retrouver l'essentiel. Sardou s'autorise enfin à chanter pour le plaisir et non pour la guerre. Mais c'est « Je vole », sorti en 1978, qui deviendra l'un des morceaux les plus poignants de son répertoire. Une ballade dans la voix d'un adolescent prêt à s'enfuir, peut-être pour vivre, peut-être pour mourir. C'est une chanson bouleversante, portée par un piano discret et une voix fragile. Sardou précisera plus tard qu'il ne pensait pas au suicide en l'écrivant, mais l'ambiguïté persiste. Il est passé de la controverse à la vulnérabilité. En coulisses, sa vie n'était pas moins intense. Il se produisait plus que jamais, avec des résidences devenues rituelles au Palais des Congrès. En 1980, il incarne Jean Valjean dans une adaptation théâtrale des Misérables. C'est son premier grand rôle d'acteur depuis sa jeunesse, un retour à ce qu'il aimait profondément, incarner des personnages, non prêcher des idées. Il est salué pour sa performance, même par ceux qui l'avaient critiqué. Pendant un moment, on dirait que la nation lui pardonne, ou qu'elle est simplement passée à autre chose. Mais Sardou, lui, n'oublie pas les cicatrices. Il a compris qu'une fois devenu symbole, il est presque impossible de redevenir un homme ordinaire. Et pourtant, dans cette phase plus calme de sa carrière, quelque chose de plus tendre émerge. Sa voix, toujours puissante, gagne en nuances, moins martelée, plus habitée. Le public l'entend, et peut-être, tout doucement,
commence-t-il à l'écouter autrement. Les rôles qui l'ont déchiré. Michel Sardou n'a jamais voulu être porte-drapeau. Il n'a jamais demandé à devenir un symbole, pour une cause, une idéologie ou un bord politique. « Je ne suis pas engagé », déclara-t-il un jour dans une interview acérée. « Je suis chanteur, pas prêtre, pas politicien. » Ce n'était pas une excuse. Pour Sardou, c'était une limite artistique et aussi une forme de protection. Lorsqu'il fut violemment critiqué pour Le Temps des colonies, dans lequel le narrateur évoque avec fierté une époque coloniale révolue, Sardou ne se défendit ni par des arguments politiques, ni par des justifications philosophiques. Il se présenta comme un conteur incompris. Je jouais un pilier de comptoir, le type qui parle de Dien Bien Phu comme s'il y était. Ce n'est pas moi. C'est un personnage. Mais la presse et une partie du public n'ont pas entendu cette nuance. Ils n'ont pas séparé le rôle de l'homme. Et le verdict fut sans appel. Réactionnaire, raciste, nostalgique. Même chose avec « Je suis pour », perçu comme une apologie de la peine de mort. Beaucoup y virent une prise de position brutale, d'autant plus que Sardou la chantait avec intensité. Mais, à y écouter de plus près, c'est la voix d'un père qu'on entend, brisé, dévasté, après le meurtre de son enfant. C'est de la douleur, pas de la politique. Sardou ne prêchait pas. Il canalisait un chagrin impossible. « Je joue un rôle », disait-il, comme un acteur. Avec J'accuse, il devint un narrateur amer condamnant la société pour sa décadence, utilisant l'accusation comme reflet d'un effondrement intérieur. Dans Le Curé, Victoria et Le Privilège, il incarna tour à tour un prêtre esseulé, une femme âgée oubliée et un adolescent homosexuel confronté au rejet. Toujours à la première personne, mais jamais il ne dit « c'est moi ». C'est là que réside toute la tragédie de sa carrière. Il fut l'un des chanteurs les plus célébrés de France, mais toujours au cœur de la controverse. Le public voulait qu'il choisisse un camp, héros ou salaud, progressiste ou conservateur. Mais Sardou refusa cette injonction. Il revendiqua le droit d'incarner, de raconter, sans être enfermé dans les rôles qu'il jouait. À 78 ans, la scène loin derrière lui, il parle avec la lucidité que seul le temps permet. Je n'écris pas des manifestes. Je ne me confesse pas sur scène. Je raconte des histoires dont le poids, parfois, m'a moi-même dépassé. Cette phrase ne ressemble pas à une défense, elle ressemble à un adieu. Non par peur, mais parce qu'après presque 60 ans de lumière, il n'a plus besoin de s'expliquer. Ceux qui ont compris l'ont toujours compris, et les autres n'ont peut-être jamais vraiment écouté. Il n'a jamais voulu être prophète, jamais prétendu parler au nom des autres. Et pourtant, Michel Sardou a porté, des décennies durant, le poids du jugement public, incompris par certains, adoré par d'autres, mais toujours libre dans son droit de raconter. Aujourd'hui, à 78 ans, le rideau est tombé. Aucun rappel. Seulement une œuvre immense, faite de chansons puissantes et d'émotions brutes. Et vous, avez-vous une chanson préférée de Michel Sardou? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires vraies derrière les légendes.